Le lit est un meuble où l'on se repose quand on est seul et où l'on se fatigue quand on est deux. André Prévost. C'est culturel ça comme intro. Et salut les boiseuses et puis salut les boiseux. Donc on se lance dans un nouveau projet. Oui, je le fais moins bien que Samuel Mamias. Ça. Il est plus, moi je suis pas très mobile de cette partie-là. Voilà. Mais ça c'est parce qu'il lui, là où il est, c'est naturel. Tu vois, c'est un truc qu'ils ont. Nous, moi j'ai pas. Donc c'est ambiance réunionnaise et on entame un nouveau projet. On va faire un lit king size. Alors, il y a queen size, il y a king size. Essentiellement, c'est la largeur qui varie. Méfiez-vous quand même parce que king size, ça peut recouvrir des dimensions différentes, hein, puisque vous pouvez avoir du king size en 160 de large, me semble-t-il, et 180 ou 180 et 200 de large. Je crois que c'est tous les deux king size. 160, c'est queen size. Ouais, visiblement, la reine prend moins de place que le roi. Voilà, donc moi j'ai fait ça pour un matelas qui fait 180 de large. Alors bien sûr, quand j'ai fait l'étude, hein, je vais vous montrer un petit peu le dessin que j'ai fait sous SketchUp, etc. Et ben, comment j'ai fait, hein, je vous le demande moi, comment j'ai fait? Ben, tout simplement, je suis parti des dimensions des matelas qui existent dans le commerce. Comme ça, je suis sûr que quand je vais acheter le matelas, il rentrera sur le lit, sinon je vais être embêté. Parce qu'autant faire le lit sur mesure, je sais faire, autant le matelas, je ne suis pas forcément qualifié pour ça. Donc au niveau du plan, que voilà, hein, sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas? J'ai essayé de faire un piétement, vous savez, un petit peu invisible. Donc là, si vous regardez dessous, vous voyez que à l'arrière, là, vous avez des pieds qui sont relativement larges, mais qui se coupent un peu comme ça. Vous voyez, comme ça, quand on est sur les côtés, on ne les voit pas. Malgré le fait que ça permette de tenir, puisque comme la tête de lit fait toute la largeur, ça fait une espèce d'assise triangulaire qui s'affine un peu en allant vers l'avant, jusqu'à cette partie-là, hein, que vous voyez sur le composant qui est là. Et c'est ça qui permet en fait de faire en sorte que les pieds ne se voient pas. Et bien sûr, le petit renfort que vous avez au milieu, lui, il va réagir un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que je le fais remonter un petit peu, là, vous voyez, il remonte de la même façon, de façon à faire en sorte que quand on est sur les côtés, on a l'impression que le lit est en quelque sorte suspendu dans les airs. Voilà. C'est quelque part, si on y réfléchit bien, un petit peu le même principe qu'un chiotte suspendu, où la tête de lit serait le mur. Donc ensuite, au niveau du design, j'ai essayé de faire un truc un peu moderne, ça vaut ce que ça vaut. Il y a les deux grandes pièces là que vous voyez de chaque côté, voilà, qui vont me donner un petit peu de fil à retordre parce qu'elles sont très longues par rapport à la longueur de mes plateaux. La traverse qui vient là, si on regarde dessous, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'assemblage ici entre ces travers et le côté. Donc je vais simplement mettre des tourillons et j'ai acheté des quincailleries qui sont normalement faites pour relier des bureaux, mais qui permettent tout simplement de rapprocher deux pièces. Hein, puisque, vous voyez, ça sort comme ça. Et donc ça vient rentrer dans l'autre pièce. Et au fur et à mesure que ça tourne, ça va légèrement recoller les deux pièces. Ici, vous avez des renforts triangulaires parce que bien sûr, les pièces que vous voyez qui sont à plat sur le dessus, hein, qui font beau, bah, elles sont en porte-à-faux comme ça sur les côtés. Donc j'ai mis des renforts triangulaires de façon à supporter ces pièces-là, d'autant qu'on a tendance à s'asseoir sur le bord du lit et on est plus lourd les lendemains de raclette. Donc pour cette partie-là, alors je vais vous montrer juste une vue en coupe. Ce composant ici, là, vertical, voilà, cette partie-là. Cette partie-là, c'est un montant. Donc c'est le montant dans lequel viendront se fixer le sommier. Donc ça s'appelle un sommier plancher, ça, c'est-à-dire que c'est un sommier rigide, c'est pas un sommier ni à latte, ni ce genre de choses, avec juste des trous, hein, des espaces entre les lattes. Donc il ne faut pas confondre l'espace entre les lattes et l'espace entre la latte. Hein, l'espace entre les lattes, pardon, c'est entre les lattes de mon sommier, alors que l'espace entre la latte, ça permet de faire décoller les hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre. J'ai fait des petits assemblages à queue d'aronde parce que j'avais envie. Alors les lattes de sommier ne seront pas en frêne, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire en frêne des pièces comme ça qui finalement seront jamais visibles. Je vais les faire dans du bois de charpente que j'avais en rab. Ça me coûtera pas trop cher comme ça coûte moins cher que le frêne.
Et puis elles se verront jamais, donc je leur passerai un petit coup de vernis pour que ce soit bien lisse sous le matelas, qu'il n'y ait pas de problème. Là je ne l'ai pas représenté, mais j'arrondirai les bords pareil pour pas abîmer la litte. Donc là vous voyez bien le renfort triangulaire qui va se prendre à la fois dans le montant et à la fois dans le rebord du lit. Ici on voit que j'ai fait des petits tenons carrés au bout des pieds, et ça se voit aussi que j'ai pas modélisé les mortaises qui correspondent. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas le tenon carré au bout, je suis faux sur ma fiche de débit en longueur des pieds du lit, puisqu'il va me manquer 25 mm de chaque côté, et que 25 x 2 ça fait 50 mm, et 5 cm ça commence à être une longueur conséquente sur la fiche de débit, donc il ne faut pas l'oublier cette longueur là. Et puis au milieu, coule une rivière, ah non c'est pas ça. Au milieu, il y a un renfort central parce que sur presque 2 mètres, la portée des lattes me semblait un peu courte. Vous aurez peut-être remarqué aussi, donc au fond là, vous avez des espaces un petit peu noirs, tout simplement parce que ça va être des genres d'étagères, hein, que j'ai voulu un petit peu design. Donc cette pièce, vous voyez, il y a des trous, et derrière, je mets des étagères, et ça permettra de mettre 2-3 petits objets jolis quoi, pour faire beau, voilà, pour faire une petite déco. Et de ranger aussi le fouet, les menottes, enfin ce genre de trucs. Donc là, c'est juste une plaque hein, en bois. Alors, sur la modélisation SketchUp, elle est marquée en ébène, mais bien sûr, je ne vais pas faire ça en ébène. J'ai fait des tests. Donc, j'ai appliqué une finition hein, sur un morceau de frêne que j'ai raboté. Donc ça, c'est de la teinte noire Cardix, dilué 50% avec le diluant de la même marque. Hein, donc c'est Surgan qui fait Cardix. Je pense que d'ici quelques mois, on reparlera peut-être de Surgan de manière un peu plus approfondie. J'ai un petit projet en tête. Donc cette partie-là sera teinte en noir, comme ça. Je trouve que c'est chouette parce qu'on voit bien la veine du bois. Mais d'un autre côté, c'est très sombre et j'aime bien ce contraste. Et le lit en lui-même, il sera fini, donc cérusé blanc comme ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je brosse mes pièces et que je passe une céruse dessus. Masqué. Voilà. Donc si je masque ce composant-là, derrière, je ne sais pas super bien me servir de SketchUp sur la tablette. Vous voyez que j'ai fait un genre de contour, alors toujours en noir, hein, bien sûr. Et ici, on voit que sur cette partie-là, ici, là, que je viens d'afficher en bleu, je vais pouvoir poser des petits objets. Donc ça fait à peu près 100 mm de profondeur. Hein, c'est vraiment pour poser des petits objets. Et ici, pareil, je pourrais poser des petits objets. Donc il n'y a que là, hein, sur la partie un peu en pente, où on ne pourra pas mettre d'objets, mais on s'en fout. À la rigueur, rien n'empêche d'en mettre un qui traverse, comme ça peut être un peu cool. Je sais pas, il faudra que je vois. Voilà. C'est juste pour faire un petit côté design. Et j'envisage également de mettre un petit éclairage LED à l'intérieur, là, voilà, qui sera caché bien sûr, hein, pour pas qu'on le voit de devant, mais qui va rétro-éclairer en quelque sorte le contenu des étagères. Donc ça, c'est ce que je m'apprête à faire. Et ici, vous voyez deux pièces, là, cette pièce-là, alors je sais pas pourquoi il me les met, il me les met ensemble, mais vous voyez deux montants verticaux. Et alors ça, c'est très important, parce que la façade n'a pas une épaisseur énorme, j'avais envisagé 20 mm, donc c'est pas très épais. En plus de ça, le sens du fil va être horizontal, donc ça n'a pas vraiment de tenue comme ça. Donc j'ai mis ces deux renforts là derrière, et ils ne sont pas positionnés au hasard, ils correspondent à ces pièces là devant. Donc ça c'est important, parce que c'est là-dedans que vont venir se reprendre les ferrures de lit. Hein. Donc la façade, elle n'a pas de tenue en elle-même, elle n'est pas faite pour ça. Tout va reposer donc sur ces deux pièces là, qui sont derrière. Voilà. Et pour ça, là pareil, j'ai également acheté, alors pour que ce soit démontable, voilà, donc de la ferrure de lit. Hein. Donc avec cette pièce là, donc qui vient se visser dans le bois, ces deux espèces de boulons là, et puis voilà, ça se met comme ça. Donc cette partie que vous voyez, hein, cette partie là, ça sera fixé donc dans la tête de lit, et ça, ce sera fixé donc sur les montants du lit, cet équerre-là. Donc ça vient se mettre tac, comme ça, voilà. Et on vient serrer cette partie-là, donc avec un tournevis, pour bien plaquer et éviter que le lit grince. Hein, vous savez, c'est assez désagréable.
quand le lit grince un petit peu au rythme des coups de rein, non, je veux dire, quand vous bougez la nuit. Pardon, non, c'est rien. Je vais mettre ces plans-là sur l'air du bois. Alors, je vais les mettre tout de suite parce que ceux-là sont finis. Hein. Voilà, donc ça c'est cool. Je vais les mettre tout de suite. Je finalise ceux de l'établi. Il faut que je finisse de dessiner la presse frontale que j'avais dessinée sous Fusion à la base. Il faut que je la redessine sous SketchUp pour que vous ayez un plan SketchUp exploitable dans son entièreté. Donc je finis de dessiner la presse frontale. Je positionne les quincailleries de l'établi et je vous mets aussi ça sur l'air du bois. Hein. Désolé pour le délai, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai été pas mal pris. Voilà, donc pour tout ça, on va partir sur la partie débit, calcul des débits et ce genre de choses, parce que c'est assez intéressant. Et oui, vous n'avez pas l'habitude de me voir là. Parce qu'en fait, je me suis dit, plutôt que de leur en parler, je vais leur montrer. Donc ici, là, je stocke une petite partie de mon bois d'œuvre. Voilà, parce que j'ai plus de place ailleurs. Parce que j'achète du bois d'œuvre. Des fois, je dis, ah tiens, je vais acheter du hêtre, ah tiens, je vais acheter du frêne. Puis il me reste toujours un petit stock, etc. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps ici. En fait, je me suis rendu compte même que j'ai passé plusieurs heures à réfléchir sur mon bois. Et je trouve que c'était intéressant de vous montrer un petit peu pourquoi j'ai réfléchi comme ça. Donc, je vais peut-être essayer de faire quelques prises de vue avec le téléphone portable pour vous montrer ça. Donc déjà, hein, comme je vous avais dit, vous voyez, j'ai fait ma modélisation et puis j'ai imprimé ma fiche de débit. Alors, j'ai fait ma modélisation avec SketchUp, principalement parce que justement, j'ai cette option qui me permet d'imprimer la fiche de débit. Pour ceux que ça intéresse et puis qui ne savent pas encore forcément ça, la fiche de débit, moi, je la fais avec OpenCutList. Donc, c'est le plugin de Boris Bolland, hein, qui est gratuit hein, pour SketchUp et qui a des performances qui sont quand même étonnantes. Donc, je ne vais pas vous faire toute une litanie là-dessus, j'en ai déjà parlé de ce plugin-là, mais c'est vraiment pas mal. Et donc là, je suis sur des plateaux de frêne. Et alors il faut faire bien attention à ce qu'on fabrique, et je vais vous montrer pourquoi, parce que des fois le bois a des défauts, ça explique aussi qu'on ait pas mal de pertes. Hein. Mais par exemple, si vous regardez ici en bout de plateau, vous voyez là j'ai des fissures par exemple qui sont apparues, là aussi. Alors on voit aussi, j'en profite pour le dire, si vous regardez bien là, quand je fais ma petite prise de vue, vous voyez par là, là, j'ai des grosses différences de couleur, le bois est presque noir. C'est aussi valable sur des plateaux, vous voyez, que j'ai au sol, là, qui sont posés par terre pour l'instant. Alors ça, c'est dû au fait que le frêne, c'est un bois qui est très tannique, donc il réagit énormément à tout ce qui est mouillature, si j'ose dire. Donc chaque fois que vous avez de l'eau quelque part, s'il est exposé à la pluie, pas forcément beaucoup, mais il va réagir. Alors, ça peut faire peur un petit peu, mais en réalité, c'est pas grave du tout, puisque dès que vous allez raboter sur 1 ou 2 mm, ça va redevenir blanc, sauf si vraiment il a été exposé très longtemps, etc. Mais là, quand vous voyez que c'est taché comme ça, il ne faut pas vous inquiéter, hein, c'est rien ça. Voilà. Là où par contre, il faut faire très attention, c'est quand vous avez, voilà, ici vous avez un nœud, donc ça, il faudra que j'en tienne compte au débit. Ici, j'ai des fissures. Et il faut se méfier parce que les fissures, elles ne sont pas toujours droites dans le bois. Donc vous voyez, en haut, elle est là. Et sur l'autre face, hop, là, elle est quelques centimètres sur la droite. Hein, donc elle se décale par là-bas. Voilà, donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention quand on fait son débit. Parce que forcément, quand on se retrouve dessus, on a des petits problèmes, quoi. Et ça peut rendre certaines parties de plateau inexploitables. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a un trou. Hein, et il faut faire attention parce que des fois, les trous, ils traversent. Donc ça aussi, on va en parler juste après. Voilà. Là, de la même façon, bon, vous voyez bien que j'ai encore un nœud. Hein, on le voit bien, là. Voilà. Et en plus, c'est pas un nœud sain, ça. Hein. Si je m'approche un petit peu, vous voyez, on voit que... c'est où? C'est là. Voilà. On voit que c'est pas un nœud que je pourrais garder parce que ça va me poser des problèmes, ça, quand je vais couper ma planche. Donc, je vais le retourner, puis je vous montre l'autre face pour qu'on se fasse aussi une idée de ça. Voilà, et vous allez voir que là, on va retrouver d'autres défauts hein, qu'on n'avait pas forcément vus. On voit la fissure dont je vous ai parlé, là, qui continue, et on voit bien que là, elle est quand même nettement plus prononcée. Hein. Donc là, pareil,
on voit qu'on a un trou. Donc ça, quand vous avez un trou comme ça, je ne sais pas si vous le voyez là, mais le trou, il part vraiment dans cette direction-là. Donc il faut vous attendre à le voir ressortir de l'autre côté, pas forcément à cet endroit-là, mais peut-être ailleurs. Alors de la même façon, vous voyez, on a quand même des nœuds ici. Le frêne, c'est un bois qui a tendance à fendre sur quasiment toute la longueur, sur les plateaux. Donc si je vous montre, au séchage, ça a tendance à faire ça. Donc là, si je vous montre, vous voyez, c'est un plateau qui fait 2,20 m, 2,20 m, 2,30 m, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, on voit bien que la fente n'arrive pas au milieu, mais presque. Là, j'ai à peu près 50 cm où j'ai plus de fente, et après, la fente reprend quasiment jusqu'à l'autre côté. Alors, c'est moyennement grave, je vous expliquerai après pourquoi. Donc là, pareil, vous voyez, on a un défaut, ici. Voilà. Là, on a un nœud. Bon, il est dans le prolongement de la fente, donc on s'en fout un petit peu. Par contre, là, il y a aussi un nœud. Et vous voyez que la fibre du bois fait le tour du nœud, en quelque sorte. Même si c'est pas comme ça que ça se passe dans la nature, mais c'est pour expliquer. Et ça veut dire que je risque d'avoir ici, quand je vais scier, raboter, etc., bien droit, ben là, je vais avoir du contre-fil, dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, il faut que j'en tienne compte aussi. Donc là, on continue sur notre fente et sur nos défauts du bois qui sont au milieu. Alors ça, c'est un plateau. Je ne sais pas si je peux vous montrer, mais vous voyez, si on regarde ici en bout, là, on a le cœur. Donc si vous avez le cœur, vraiment le milieu du bois, donc si vous avez le cœur, ça veut dire que de chaque côté, vous avez du quartier. Et donc ça, c'est important de le savoir, parce que ça veut dire que si je veux des pièces sur quartier, c'est bien dans ce plateau-là qu'il faut que je les prenne. Alors, si le cœur est là, vous voyez bien, on voit là, je pense, ouais, on voit à peu près les cernes du bois qui nous montrent que ça, c'est le cœur. Donc le cœur, on va l'éliminer. Par contre, de chaque côté, c'est intéressant, c'est du quartier. Voilà. Donc de chaque côté, on a du quartier. Donc ça, c'est vraiment du bois qui est impeccable pour faire des pièces bien stables. Donc il ne sera pas trop marqué, hein, vous aurez vraiment de la veine continue sur tout le long du bois. Et bien sûr, si ça a été coupé ici, hein, ça veut dire que l'autre moitié du cœur, elle est sur l'autre plateau. Donc sur l'autre plateau, pareil, j'ai quasiment du quartier. Donc ça va vraiment être les deux morceaux dans lesquels je vais pouvoir tirer des pièces bien sur quartier, bien stables. Donc typiquement, là, vu qu'on veut faire un lit, je vais pouvoir tirer des montants dedans, par exemple, hein, des pièces longues, où j'ai besoin vraiment que ça soit bien stable et que ça ne bouge pas. Et donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que quand je vais faire mon tracé, il faut toujours que je retourne un petit peu mon plateau pour me faire une idée de ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, j'ai accroché mon mètre, hein, pour montrer le débit. Bon, ben là, par exemple, vous voyez, on pourrait penser que mon plateau fait 2,25 m, 2,24 m de long, sauf que comme le bout, hein, vous voyez qu'il n'est pas tout à fait coupé d'équerre, comme il y a des fentes, comme je vous ai montré, hein, puisqu'ici j'ai une fente. Oh merde, ça tenait en équilibre, ça tient plus. Donc là on la voit peut-être, hein, si je vous montre, vous voyez. Là où il y a mon trait de craie bleu, on voit qu'il y a une fente. Bon ben ça c'est pareil, il faut que je coupe quelques centimètres. Si on va de l'autre côté, on va peut-être se rendre compte qu'il y a quelques bricoles qui nous cassent les pieds un petit peu. Alors là ça a l'air un petit peu plus propre, donc je peux peut-être me permettre de couper que 2-3 cm. Donc je vais retourner mon plateau et je vais vous montrer comment je trace mes débits vraiment dans la pratique. J'ai déjà tracé un trait. Le but c'est quoi? C'est de savoir exactement comment je vais couper, parce que évidemment on pourrait se dire là j'ai 3 cm, sauf qu'au fur et à mesure que je me rapproche par ici, là je suis vraiment au ras du truc. Je suis même peut-être un peu trop au ras, mais comme je prends de la marge et que je sais que je vais raboter cette partie après et que j'ai pas d'objet distinct sur ce bois là, ça pose pas de problème. Voilà. Et donc, comment je travaille? Si par exemple, je dis que là-dedans, il me faut tirer une pièce de 110, hein, donc je prends les codes bruts qui sont sur la fiche de débit, bien sûr, pas les codes nets, puisqu'il va y avoir du rabotage. Je viens faire 2-3 marques comme ça à 110. Alors, c'est pas la peine d'être le plus précis du monde, hein. Je veux dire, on n'attaque pas ça au micromètre non plus. Voilà. Donc, déjà, faire 2-3 marques, ça me permet de savoir bien où je suis. Et ensuite, avec la règle, je trace mon trait complet. Je sais que ça paraît évident, hein, tout ce que je suis en train de dire, car bon, alors ma règle fait 2 mètres, mon plateau fait un peu plus que 2 mètres.
serait plus pratique avec une règle de 2,50 m. Mais j'en ai pas. Donc là, bah, je sais que quand je vais faire mon débit, voilà, je vais couper là. Et ensuite, ce que je fais deux choses. J'écris mon repère de pièces. Alors ça, c'est pas une vraie pièce, hein, c'est juste pour la démo. Donc j'écris mon repère de pièces. Mettons, en général, c'est 2 lettres, hein, moi, mes repères de pièces. Mais je marque pas que ça. Je vais marquer autre chose. Je vais marquer aussi la largeur à laquelle je dois déligner. Là, par exemple, c'est 110. Et ça, c'est vachement important pour moi parce que quand je suis au débit en bas sur la scie à format, je vais suivre ce trait-là et ensuite, je règle mon guide parallèle à ce que j'ai écrit là. Donc là, j'ai écrit 110. 110 parce qu'à la fin, la pièce, elle fait 100 une fois rabotée. Donc on laisse un peu de marge de chaque côté. Donc 110 ou 107, moi je crois que sur ma fiche de débit, j'ai dit 7 mm, ça me suffit. Le truc, c'est toujours de laisser suffisamment de marge, pardon, de laisser suffisamment de marge pour pouvoir raboter, tout en n'en laissant pas trop pour ne pas perdre de matière. Mais il faut quand même en laisser un peu, parce que si on n'en laisse pas assez, quand on fait son débit, on peut avoir un trou dans la pièce ou ce genre de choses, et on est obligé de refaire la pièce. Et dans ce cas-là, on gaspille beaucoup plus de matière. Donc tout le débit, en fait, on est sans cesse en train de réfléchir entre ces deux trucs-là. Donc ça, c'est pour cette histoire de débit. C'est une phase qui m'a pris plus longtemps que ce que j'aurais imaginé, tout simplement parce que j'ai pris les plateaux, et j'ai pris sur chaque plateau, et j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais faire. Voilà, bon, donc il faut que je finisse le débit, il faut que je finisse le corroyage, tout ça. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais attaquer là-dessus, je vais essayer d'avancer là-dessus. Et la prochaine vidéo, ce sera vraiment sur la fabrication en elle-même. Puis il y aura sans doute une vidéo complète aussi sur la mise en place des LED, la finition, etc. Parce que vous allez voir que là aussi, il y a quand même des choses à dire. Voilà, donc je vous embête pas plus. On se retrouve dans la vidéo suivante sur la fabrication. Je pense que le livre fera l'objet de 3-4 vidéos réparties sur les semaines qui viennent. Allez, ciao, barrez-vous de mon corroyage, barrez-vous de mon atelier. C'est fini. Il y en a marre maintenant. Hein, ça suffit. Voilà. Il est bien, celui-là, il est bien.